Et bonjour, c'est reparti pour une petite semaine de potager. On est le vendredi matin, le soleil se lève, la nature se réveille. Et moi je sors de la douche, j'ai encore les cheveux mouillés là. Donc voilà, c'est toujours les vacances, on en profite. Un peu trop d'ailleurs, du fait que le mildiou du coup, il est en train de se réinstaller. Donc je vais faire un petit tour des tomates et je vais surveiller un peu tout ça. J'en profite même pour vous montrer l'état des tomates. On doit bien voir, là il y a du rouge, hein. On doit avoir des taches rouges là à mon avis. Donc il va y avoir de la récolte. Et puis voilà, là j'étais parti pour arroser un coup. Je vais également vous remercier parce que vous êtes 400 abonnés maintenant, on est passé les 400. Donc moi ça me fait toujours un peu plus de pression à chaque fois. Voilà, donc c'est parti. Allez, moi je vais me lancer, je vais arroser tout ça. Donc voilà, là c'est reparti, j'arrose à nouveau le potager. Ça faisait 6 jours du coup que j'avais pas arrosé. Un peu moins de 6 jours parce que c'était samedi après-midi dernier. Là on est vendredi matin. Donc voilà, je prends un peu d'avance, hein. Il n'y a rien qui a soif. Regardez, hein, toutes les courgettes et tout est nickel, hein. Donc alors comme je vous ai déjà dit, hein, ça dépend de votre type de sol, hein. Si vous avez un sol sableux et que vous arrosez une fois par semaine, même paillé, vous allez avoir des problèmes, hein. Ici moi j'ai un sol extrêmement lourd. C'est une des raisons pour laquelle j'ai fait des bacs d'ailleurs, c'est que je pouvais pas, j'avais du mal à cultiver à même le sol. Donc du coup, avec des bacs, j'ai pu remplir ça de compost et de choses diverses et variées. De manière à pouvoir cultiver pas directement dans le sol, qui est vraiment trop lourd, les racines elles n'arrivent pas à passer. J'avais déjà essayé de le décompacter, il se recompacte de suite. Un sol assez compliqué, mais qui par contre du coup garde vraiment l'eau. Et c'est pour ça que bon, un arrosage par semaine ça fonctionne. J'en profite là, à voir du coup la structure avec mes caisses standardisées là, du potager. Je suis tombé sur une vidéo là, peut-être vous connaissez, de Jean-Martin Fortier, que je vous mette en commentaire, je vous invite à regarder. C'est une formation de 4 heures qu'il a faite. Donc c'est un maraîcher québécois lui, qui m'a pas mal inspiré dans ce que j'ai fait pour certaines parties, surtout l'agencement du potager en planches standardisées. Et c'est quelqu'un qui a pas mal innové dans le milieu, ou qui a repris pas mal de choses existantes et qui les a théorisées et qui en a fait un livre. Donc c'est une formation de 4 heures gratuite qu'il fait là, qui est disponible. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Je vais vous la mettre en commentaire, je vous invite à regarder, c'est vraiment intéressant. Alors c'est du maraîchage sur 1 hectare, hein. Là on est sur du potager de 300 mètres carrés. 1 hectare c'est 10 000 mètres carrés, donc c'est 20 ou 30 fois plus grand par rapport à ici. Mais il y a quand même pas mal de principes qui peuvent être gardés, notamment la standardisation des planches de culture, qui est très intéressante, et aussi ce qu'il explique sur le temps que ça prend, comment organiser ses journées, et puis comment essayer de réfléchir le potager en fait. Je peux que vous inviter à regarder, vous prenez une soirée, vous regardez ça au lieu de vous mettre une série. Vous verrez, c'est très intéressant. Allez, moi je continue mon arrosage. Voilà, une semaine après, un point sur la patate là, que j'avais entièrement coupée. Regardez, elle est bien repartie, hein. Une repousse de ce côté-là, une autre de ce côté-là. Bon, il y a un peu des redoncules aussi qui ont poussé au milieu, mais globalement, on peut couper les patates qu'on le milieu et puis ça repart derrière, hein. Donc, ce que m'avait dit mon ami là, effectivement, ça marche bien. C'est bon à savoir. C'est validé. Bon, en tout cas, moi je suis bien content d'avoir planté ces bâtons pour me retrouver le pied des courgettes, parce que sinon je sais pas comment je ferais pour arroser. Parce que sinon c'est impossible à retrouver. L'an dernier je m'étais fait avoir comme ça. Alors je suis en train de faire la récolte, et à noter également le premier concombre conséquent de l'année. Voilà, ces petits concombres Noah, donc c'est normal, ils sont un peu plus petits. Ils ont des petits piquants dessus, mais ils sont excellents. Et là on vient d'entendre un gros boom, je suis en train de me demander s'ils sont pas en train de lancer les canons à grêle pour les vignes, parce que le ciel s'est couvert. Allez savoir. Alors il y a 2 semaines là, je vous ai dit que j'avais passé 4 heures à arroser le potager et puis qu'il y avait eu un orage juste après. Alors quand je dis que j'arrose le potager en fait pendant 4 heures, c'est que j'utilise l'arrosage, en fait je profite du temps de l'arrosage pour passer en revue les pieds. Donc je m'occupe des cultures en fait, je pose le pied, je pose la lance d'arrosage au pied du pied là, puis je lui laisse le temps de verser quoi. Disons 10 litres par pied quoi, un gros arrosoir. Et donc pendant que je fais ça, j'en profite du coup. J'en profite du coup pour jeter un œil à la culture, récolter ce qu'il y a à récolter, nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Bon voilà, dans le cas présent là tout est nickel, il n'y a rien à ranger. Mais ça me permet en fait du coup de passer en revue toute la culture.
Ça évite de faire plusieurs passages, je fais tout en un seul passage, j'arrose, je récolte et je fais tout en même temps, quoi. Et donc ça en gros ça me prend 3 à 4 heures par semaine de faire le passage intégral de tout le potager. Et donc c'est quand je dis arroser le potager, en fait l'idée c'est de passer en revue l'intégralité des plates-bandes. Donc sur celle-là, pas grand chose à déclarer, pas trop de traces de mildiou, enfin pas de traces même du tout. Donc voilà, là pour le coup je vais me contenter d'arroser. Et donc du coup, quand je dis j'arrose le potager, je me trimballe en même temps avec le panier de récolte et le seau pour mettre tout ce que je nettoie en fait sur les pieds. Donc essentiellement en fait de quoi mettre les feuilles de tomates abîmées. Donc, pour l'instant j'ai ramassé ça. Donc le mildiou, il y en a encore, hein. C'est pas fini. Hein. Donc j'en profite également pour désherber les plates-bandes. C'est ce qui me permet en gros de les garder propres. Parce que là vous voyez. Et plus on désherbe, plus elles sont propres. Hein. Au fur et à mesure du temps, on fatigue de plus en plus le chien dent, tout ça. Et au fur et à mesure du temps, c'est de plus en plus propre en fait. On a de moins en moins de travail de désherbage. Là, regardez au milieu, il n'y a plus rien. Hein. J'ai rien eu à enlever là. Là, c'est nickel. Ça fait 3 semaines qu'il n'y a rien qui pousse. Là. Alors que ces plates-bandes là sont de cette année, mais à force de pailler, d'arracher, de fatiguer les mauvaises herbes, elles finissent par disparaître. Donc il en reste toujours un peu sur les côtés parce qu'elles visent du coup aussi dans l'allée. Donc il y en a un peu qui arrivent à re-rentrer à l'intérieur. Mais au milieu des plates-bandes, c'est nickel. Et donc également, là je vous ai dit que je mettais en gros un arrosoir 10 litres d'eau par plante. Ça peut paraître beaucoup. Mais bon, en gros, ça fait 100 arrosoirs pour faire 100 fois 10 litres d'eau pour faire 1 mètre cube. Et vous, je sais pas, mais ici 1 mètre cube, ça nous revient à 1,20 €. Donc en gros, je peux arroser tout le potager une fois par semaine pour 2,50 €. Et quand je vois que je récolte entre 40 et 50 € de légumes par semaine, franchement, les 2,50 € d'arrosage, c'est pas. Bon, idéalement, on préfère ne pas avoir à les payer, mais pour l'instant, là, la pompe, le forage qu'on a là ne fonctionne plus. Donc on arrose avec l'eau du robinet. Bon, c'est toujours un peu moins bien, mais enfin, c'est quand même pas des prix exorbitants par rapport à la valeur de ce qu'on récolte. Donc vous, je sais pas de votre côté à combien vous revient l'eau, mais ici, c'est quand même pas quelque chose d'extrêmement contraignant au niveau du budget. Comme vous pouvez le voir également, le potager, je lui ai fait sa petite coupe d'été. Il est tout beau, tout propre, tout nettoyé. Donc les allées sont nickel. À cette période de l'année, il n'y a pas trop de problème d'humidité sur les planches, ça risque pas de pourrir, mais c'est quand même plus joli quand on peut marcher dans les allées sans se prendre les pieds dans les foins. C'est quand même plus propre. Enfin, moi je préfère. Il y en a qui aiment bien quand c'est vraiment très sauvage. Moi j'aime bien quand même que le potager il soit bien nettoyé, qu'on voit bien les zones de culture. Voilà, c'est joli. Ok, donc j'en ai fini avec le tour des tomates. Donc on commence à avoir vraiment de belles récoltes là. Là, je sais pas, il doit y avoir 2 kilos, quelque chose comme ça, un peu de plein de variétés différentes. Et vous voyez, j'ai pas tout ramassé, hein. J'aurais pu pousser un peu plus là, mais bon, je les laisse rougir au maximum sur les pieds. Et donc en termes de mildiou, voilà, la récolte de la semaine. Par rapport à ce que les plants doivent fournir en termes de feuillage, c'est ridicule, hein, je pense, hein, comme prélèvement sur les plants. Donc on est plutôt pas mal du tout. Hein. Mais bon, il y en a quand même toujours, hein, donc faut pas baisser la garde. Hein. Si je baisse la garde 2-3 semaines, tout va être malade, quoi. Donc il faut bien chaque semaine faire le tour des plants et enlever ce qui est malade. Et donc voilà la récolte du jour. On est pas mal. Et puis regardez tout ce qui vient derrière. Et puis là, j'ai ma grosse rouge là, énorme. Regardez ça là. Et celle-là qui commence à venir. Elle est un tiers rouge là. Ça va venir. Elle doit faire pas loin d'1 kilo celle-là de tomate, je pense. Elle est énorme. Alors à chaque fois que je le peux pour les haies, j'essaie de privilégier les murs. Et regardez ça là. À mon avis, on va avoir de la confiture. Il y en a partout. Plus ces arbres là, dont merci d'ailleurs d'avoir identifié ce que c'était. Les arbres à pompe rouge là, les sumacs de Virginie, je sais plus comment on a dit ça. Enfin, sumac de Virginie, je crois. Comme quoi c'est toxique et tout, je vais faire attention à la sève. Voilà. Mais là, regardez ça. Ça grouille de murs de partout. On va faire des tartes, des confitures, tout ce qu'il faut.
Et donc voilà la première récolte de la vidéo. Pas mal de tomates, un concombre, 2 courgettes et puis 3-4 haricots qu'on va grignoter. C'est pas mal. Bon, au niveau de l'arrosage automatique, là j'ai les oiseaux qui viennent gratter, pas mal. Pour l'instant la taupe n'a pas ressoufflé. Mais surtout, j'ai le premier semis qui sort. Donc là c'est la roquette. Qui sort, ils sont alignés comme à la parade. Donc ça marche bien. Hein. J'ai pas arrosé depuis que j'ai semé. On voit bien la terre est bien humide. Par contre j'ai baissé, là j'ai passé à 5 minutes par heure. Parce que ça mouille de trop. Hein. Ça arrose tellement que ça coule des plates-bandes et ça arrose à côté. En plus là regardez. Là ça c'est un trou de taupe ça. Ça part dans les terriers de la taupe. Donc je sais pas du coup si l'eau elle part pas dans les galeries pour aller plus loin après. Donc voilà, j'ai quand même là. Par contre vous voyez, hein, j'ai les oiseaux là, ils viennent faire des trous. Hein. Bon ça grouille de guêpes là, c'est comme c'est humide et qu'il fait chaud là aujourd'hui. Mais bon, ça commence à bien sortir. Le petit semis là qui va bien. Voilà, donc l'arrosage automatique ça marche bien. Hein. Bon, donc deuxième passage de l'arrosage, alors j'ai refait une deuxième petite récolte. Beaucoup de roquettes, quelques framboises, une toute petite salade, enfin une petite salade. J'aurais pu récolter beaucoup plus, des carottes, des patates, d'autres salades, des blettes, mais bon, on a déjà beaucoup de légumes à manger là, avec tout ce qu'on a ramassé. Donc tout ça attendra, et puis au pire on en perdra un peu, on en donnera, je sais pas, je vais voir. Mais bon, là ça ramasse bien en ce moment, hein, on n'arrête pas. Alors, je voulais revenir un peu là sur la vidéo de Jean-Martin Fortier là, que je vous ai posté en début de vidéo, que je vous ai conseillé, et je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Je vous invite vraiment à la regarder, même si ça peut sembler très différent de ce qu'on fait ici, avec un petit potager familial sur 200 mètres carrés, quand là, eux, ce sont des gens qui font du maraîchage sur 1 hectare, c'est-à-dire sur 10 000 mètres carrés. Il y a quand même beaucoup de concepts que on peut garder de leur approche. Dans les concepts qui sont vraiment intéressants, déjà, c'est le côté planche permanente, c'est-à-dire définir des zones de culture dans lesquelles on cultive, et puis des endroits où on circule. Et ça bouge plus, c'est-à-dire que les endroits où on cultive et on marche jamais dedans. On évite de mettre les pieds dedans. On essaie de modifier le sol au minimum. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis en place une bonne structure de sol, eh bien on ne s'embête plus à retourner en permanence. On laisse le sol tel qu'il est. On nourrit le sol. On amène toujours à manger, alors des paillages, des composts, enfin ce qu'on a sous la main. Alors eux c'est beaucoup plus rationalisé, théorisé, nous on fait avec ce qu'on a sous la main, ce qu'on arrive à récupérer, mais l'idée c'est que toute matière organique est bonne à mettre au potager. Là encore par exemple, j'ai passé la tondeuse sur des lierres là, qui poussaient le long d'un mur, et ben pouf, hein, tout ça c'est parti, ça paille les choux quoi. Du coup ça se retrouve au pied des choux. Dans les concepts aussi intéressants de Fortier, c'est le côté normalisation des planches. Bon, lui, il n'est pas du tout sur le même type de planche. Hein. Il est sur des planches de 75 cm par 30 mètres de long. Donc, vous doutez que c'est pas du tout le même format que moi avec mes planches de 1 mètre par 1 mètre de large par 2 mètres 50. Mais le côté normalisation veut dire que les outils peuvent être déplacés d'une planche à l'autre sans aucun problème. C'est-à-dire que si, par exemple, là, mes systèmes de piquet à ramer, je peux les prendre là et les mettre dans cette planche-là. J'aurai aucun problème. Mon système d'arrosage là-bas, il est taillé pour une planche. Pour 2 planches côte à côte, à la rigueur, on peut faire après des assemblages par 2 ou par 4 planches. Quoi. Mais par exemple, imaginons que j'ai un système d'arrosage qui fonctionne sur 4 planches comme ça en rectangle. Je pourrais dire que bah, du coup, ça fonctionne là-dessus, ou que ça fonctionne là-dessus, ou je sais pas, moi après je pourrais dire que ça fonctionne là-dessus par exemple. Et donc pour les rotations, les déplacements, ça permet beaucoup plus de simplicité. Alors moi j'ai fait quand même exprès de déstructurer le potager, de pas vraiment complètement aligner les planches, parce que j'aurais pu faire quelque chose de complètement aligné qui ferait très industriel. Mais là l'idée justement ça a été, les planches sont normalisées, mais après j'essaie de les disposer un peu en traviole les unes par rapport aux autres pour éviter d'avoir un potager qui fasse trop géométrique. Mais l'idée quand même c'est que chaque planche fait la même taille et qu'on peut déplacer les outils d'une planche à l'autre là. Donc dans les prochains outils qui vont arriver, là ça va être les bâches. Oui, alors ça c'est pareil parce qu'eux ils utilisent les bâches aussi, donc effectivement c'est très intéressant comme outil, je pense que je vais m'y mettre aussi pour recouvrir les potagers l'hiver. Donc les bâches elles vont être normalisées. Là j'ai acheté un géotextile 120 grammes par mètre carré, 1,20 m de large, donc je l'ai coupé à 2,60 m de long et j'aurai plus qu'à mettre ça dans un bac
bien le caler sur les côtés. Et puis voilà, mon bac il est prêt à hiverner. Je pourrais mettre pas mal de choses dedans pour le nourrir et tout et tout. Et après, bah, voilà, j'aurai plus qu'à enlever la bâche et ça sera prêt à cultiver. J'aurai nourri la vie du sol, toutes les petites bactéries en dessous, elles auront été à l'abri de la lumière, donc elles auront bien travaillé. Toutes les mauvaises herbes auront germé et puis seront retrouvées sans lumière, donc seront mortes. Donc l'outil bâche est quand même super intéressant. Et après, si le côté esthétique pose problème, on peut toujours mettre un peu d'herbe et de feuilles par-dessus la bâche. Ok, après, ça fait le premier paillage de début de saison. Enfin bon, voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce qu'ils font. Dans ce qu'ils font également, ce qui est super intéressant, c'est le côté bio-intensif, comme ils disent, c'est-à-dire de serrer au maximum les cultures, quitte à se donner du mal pour avoir des zones de culture extrêmement riches au niveau du sol. C'est par contre serrer énormément les cultures. Bon, là, les carottes, j'ai commencé à pas mal prélever dedans, mais l'idée des carottes, par exemple, c'est qu'elles s'autopaillent en fait. Elles forment une canopée, tellement elles sont serrées, et que du coup, les mauvaises herbes n'ont plus la place de pousser, il y a trop d'ombre. Là, vous voyez, entre deux rangs de carottes, j'ai ça d'écart, quoi. Et donc sur cette planche de carottes là, j'ai dû faire 7-8 rangs, chose comme ça. Eux, c'est quelque chose, ils font de cet ordre-là, je crois. Fortier, il explique qu'il fait un rang tous les 8 cm. Donc bon, là, nous, ça reste du maraîchage, on s'amuse, hein, c'est le potager familial. Mais bon, l'idée est quand même bonne, et j'essaie de faire ça, et donc ça rentabilise vraiment la planche. C'est-à-dire sur une planche là où certains mettraient 3 rangs de carottes, moi j'en mets 8 ou 9. Donc j'ai d'autant plus de carottes, et surtout, du coup, j'ai moins de désherbage aussi, parce qu'elles s'autopaillent. Là, c'est pareil, par exemple, là, dense comme c'est, il n'y a rien qui va pousser là-dessous, là. Jamais il y a un chien dent qui va sortir de là-dedans, là. Il n'y a plus assez de lumière, hein. Donc voilà, il y a pas mal de principes super intéressants. Alors la dernière vidéo que je vous ai postée, c'est sur la chaîne également des gens de maraîchage sol vivant. Là, ils ont fait une sorte de chaîne Vers de terre production. Il y a pas mal de choses dessus. C'est toute la bande à François Mullet et Conrad Schreiber, je crois qu'il s'appelle. Lui, il fait plus dans les céréales. Et tout ce qu'ils font, c'est super intéressant. Si je peux que vous inviter à regarder les vidéos de François Mullet. C'est pareil, hein, c'est pour du maraîchage, hein, donc c'est pas les mêmes surfaces. Mais les principes, je pense, sont vraiment adaptables au potager. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Moi, c'est des gens qui m'ont pas mal inspiré. Parce que je pense que j'ai commencé comme tout le monde avec à regarder des vidéos de bourguignons, ce genre de choses. Mais après, quand il s'agit de passer à la pratique, même si on a bien les concepts et les concepts généraux, à un moment, c'est bien d'avoir des gens qui expliquent pratiquement comment fonctionner, quoi. Donc voilà, je vous invite à regarder ces vidéos-là. Et même si c'est un peu long, vous en retirez forcément quelque chose. Voilà, voilà. Ah, et puis alors, la chose aussi qui me paraît très intéressante dans leur manière de fonctionner, c'est le côté pragmatique. C'est-à-dire que c'est pas des idéologues, c'est pas une religion. Quand il y a besoin de faire un écart, ils font un écart. Ils disent bien aussi que l'idée c'est de prendre du plaisir, il faut garder du temps pour faire d'autres choses. Et c'est des gens très intéressants à écouter parce que des fois dans ce monde-là, il y a beaucoup des gens quasi religieux, quoi, hein. Donc je peux que vous inviter à essayer de rester raisonnable comme eux ils le sont, quoi. Voilà, voilà. Donc je vous invite à regarder cette vidéo. Bon, j'ai vu que Popote et Potager, ou le potager qui dit non, ils ont déjà ramassé les oignons là. Comme moi, je sais pas trop à quel moment c'est censé se récolter ça. J'ai déjà ramassé un petit peu les échalotes et l'ail la dernière fois. Là, je pense que je vais finir de ramasser tout ce qu'il y a comme aliacé. Voilà, là, je vous montre les oignons que j'ai là. Ils sont encore pas mal verts, hein. On me dit que c'est peut-être un peu tôt, hein. Je pourrais peut-être les laisser encore un peu. Mais c'est quand même bien sec là, ça arrive au bout visiblement. Il y en a des bien gros. Il y en a des tout petits. Bon, je vais ramasser tout ça, je pense, et puis je vais mettre à sécher. Allez, je vous reprends après. Je ramasse tout ça, je vous reprends après. Ok, donc je viens de finir la récolte de ce qui restait d'ail et d'oignons. Alors pour l'ail, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment kiki. Ils sont petits, mais on a déjà ramassé des comme ça, ils sont bons quand même. Ils sont tout petits, mais ils sont bons. On a vraiment des tout petits. Mais bon, il se mange bien, et puis il est bien frais, il a beaucoup de goût. Donc bon, il n'y en a pas énorme, mais il y a quand même une récolte. Et pour l'oignon, il y a différentes tailles. Donc il y en a des... J'ai encore laissé les tiges, hein. Donc il y en a des plutôt pas mal. Il y en a des tout petits.
Voilà. Mais bon, il y a quand même une récolte, hein. C'est la première année que je fais de l'oignon. Vu dans quoi ils ont poussé, ce que je vais montrer là, ils ont poussé quasiment dans les copeaux de bois. Franchement, je m'en sors plutôt pas trop mal. Je suis pas mécontent. Donc voilà, petite récolte. Donc là, c'est la fin de tous les aliacées. Là, je vais mettre ça à sécher tranquillement. Puis on va piocher là-dedans petit à petit, quoi. Voilà. Ok, donc voilà, là j'ai acheté ça pour faire des sortes de bâches individuelles pour chaque bac de potager là. Donc j'ai pris tout ce qu'il faut pour couper ça proprement. Et je pense que je vais les couper, les bacs faisant 2,50 m de long, je vais les couper à 2,60 m. Ça fait 1,25 m de large, 2,60 m, donc ça sera un peu plus large, un peu plus long que le bac. Ça me permettra de bien replier sur les bords et d'éviter que ça repousse sur les côtés. Donc voilà, bon, j'ai déjà en coupé deux. Je vais voir pour essayer de les mettre en place sur les bacs où j'ai arraché hier les ail, oignons, échalotes, où il y avait les aliacées. Allez, je découpe ça. Ok, donc là j'ai découpé deux bâches de 2,60 m par 1,25 m. Et alors ce qu'il faut savoir avec ce genre de tissu, comment ils appellent ça là, une sorte de bâche tressée, c'est que ça peluche au niveau des extrémités là où on a coupé. Donc ce que je fais, c'est que je passe ça au briquet. Oui, il marche pas. Ah bah, forcément quand je vais montrer ça marche pas. Voilà. Je passe ça au briquet, là juste le bord très vite, de manière à brûler en fait les bouts et que ça empêche de plucher le. Vous voyez là on voit ça pluche là. Vous voyez, pour éviter que justement il se détisse, il se détresse. Mais du coup il faut brûler là où on a coupé, de manière à solidifier en fait le plastique, la bâche, et normalement après ça bouge plus. Et donc là j'aurai de quoi, là voilà. Là j'ai deux bâches pour deux potagers. Et là on revoit à nouveau l'intérêt des potagers standardisés, c'est qu'elles vont pour n'importe quel de mes bacs. C'est pas la bâche pour le potager en arc-en-ciel ou le potager en forme de spirale. C'est une bâche pour un bac de potager, n'importe lequel. Voilà, je vais finir de brûler ça, puis je vais les mettre en place, je vais vous montrer ça. Ok, on y est. Donc les bacs que je vais recouvrir, c'est ces deux-là. Là où j'ai récolté oignons et ail hier, là. Donc je vais juste laisser découvert une petite capucine au bout, là. Donc ici il y a des salsifis qui poussent un peu, donc ça, cette partie-là, c'est pareil, je vais pas couvrir. Et donc cette partie-là, là, je vais bâcher que la moitié du bac, puisque là, sur l'autre moitié, ça pousse encore. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai pas mal de foin, je vais l'étaler à même la culture, à même le bac, sans trop m'embêter à peaufiner. Voilà, je mets ça en vrac. Ça c'est des plantes que j'ai ramassées hier. Hop. Donc comme ça donnera à manger à ce qu'il y a dessous. De ce côté-là, il n'y a pas grand-chose, mais bon, je peux toujours à tout moment soulever la bâche, rajouter des feuilles, quelque chose. Quand il sera temps de finir de moissonner le jardin et tout, j'aurai sûrement à donner à manger à la terre. Donc voilà, l'essentiel par contre, c'est que de bien dégager les bords. Parce que l'idée c'est de couper la photosynthèse à tout ce qui pousse. Donc voilà, je vais positionner les bâches, je vous reprends après. Bon, voilà le résultat. C'est pas fameux, mais bon. Globalement c'est bâché. Hop. Il va falloir que je mette un peu plus en pratique, arriver à faire quelque chose à peu près plat, parce que là on voit bien la bosse de matière organique qui est au milieu par rapport à. Donc c'est tenu avec des bâtons sur le côté là. Et puis bon, idéalement j'aimerais bien que les bâches dépassent pas des bacs et tout pour des questions esthétiques. Alors je sais que là je vais me taper plein de pouces vers le bas pour faire ça, parce que esthétiquement, et puis les bâches plastiques, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas trop ça. Maintenant l'idée, moi, à mon potager là, c'est essayer de profiter de cette chance que j'ai là d'avoir ce grand jardin pour m'auto-former aux méthodes sérieuses de maraîchage. Peut-être qu'un jour ça me servira. Pour aujourd'hui, pour l'instant, c'est pas dans les projets, mais si effectivement la conjoncture venait à changer ou ce genre de choses et que ça devenait vraiment intéressant de devenir maraîcher, je serais prêt à démarrer quoi. Et donc l'idée c'est de se former aux méthodes sérieuses de maraîchage, hein, pas de gens qui vivent des légumes qui vendent, pas juste de comptes Tipeee et de vidéos sur internet. Et tous les maraîchers sérieux ils utilisent la bâche plastique, donc c'est un outil qu'il faut que j'apprenne à utiliser un peu aussi, dans l'idée de se former un peu à tout ce qui se pratique.
Et dans la série également du coup équipement de maraîcher. D'ailleurs Soltner en parlait sur ses vidéos là quand il expliquait comment faire des semis sur lit de compost de déchets verts avec du coup arrosage et puis du coup il utilisait le compost de déchets verts pour faire paillage. Mais il avait mis en place un arrosage automatique sur ces planches là et également des filets à oiseaux. Parce qu'effectivement dans sa vidéo, dans son documentaire là, une saison de jardinage, il précisait bien que tous les oiseaux venaient gratter dedans du coup, puisque vu que là à la saison chaude là il n'y a que cette partie là qui est bien tout le temps humide en permanence. Donc les oiseaux viennent gratter pour chercher des vers, des trucs à manger. Donc là-dessus il va falloir que je mette des arceaux aussi et des filets. Donc sur les planches qui sont arrosées comme ça en plein été, il faut les couvrir parce que les oiseaux viennent tout gratter, tout déterrer. Là ici c'est Verdun, on dirait qu'il y a eu des éclats de mini obus au niveau de la plate-bande, tellement ils sont allés picorer dedans. Donc bon, j'ai quand même des trucs qui sortent, hein, mais ils m'ont fait beaucoup de dégâts à certains endroits, j'ai beaucoup de trous et des semis du coup qui sortent pas. Donc ça c'est pareil, du coup là-dessus il va falloir que je mette des arceaux. Et donc ouais, pour les vaches, je peux comprendre que l'aspect esthétique soit pas du plus bel effet. Après quand viendra l'hiver, peut-être que je pourrais mettre des feuilles par-dessus pour cacher un peu. Mais tout ce que ça va m'enlever en termes de boulot, c'est-à-dire que ça c'est autant de surface que j'ai plus à désherber. Et dans le même temps là, j'active énormément toute la vie microbienne et la vie du sol, qui aime bien l'obscurité justement pour se développer. Comme ça garde l'humidité, ça fait une sorte de climat un peu là-dessous. Très humide, très moite, chaud et en même temps sombre. Donc là-dessous, ça va se développer, ça va digérer tout ce que je peux y mettre à manger. Et en même temps, voilà, c'est autant de zones que j'ai plus à désherber. Donc la bâche plastique, ouais, c'est quand même un bon outil. Après, sur l'aspect esthétique, ouais, je peux entendre que ça rebute plus d'un. Mais bon, voilà, je vais voir pour essayer de cacher ça avec ce que j'ai de feuilles, ou je vais voir ça à l'usage. Voilà, voilà, les dernières innovations. Ok, donc je vais pouvoir parler un peu plus fort maintenant, parce que les premières vidéos, il était tôt le matin, là, je voulais pas réveiller les gens autour. Et plus tard, là, je vais pouvoir lever un peu la voix. Donc voilà, là, j'ai bien remis les bâches, il n'y a plus rien qui dépasse. Donc voilà, bon, c'est emmitouflé dans sa petite bâche, cette partie-là. Et donc on est plutôt pas mal. Donc vous l'aurez compris, moi j'accorde beaucoup d'importance à l'esthétique, hein. C'est pas pour rien que je nettoie le potager, que j'ai fait tous ces bacs, que j'essaie de faire des choses jolies. Je vous disais d'ailleurs dans une vidéo précédente de faire des potagers jolis parce qu'on y passe beaucoup de temps et que c'est important, hein. Mais bon, sur l'aspect bâche, j'y tiens quand même vraiment beaucoup parce que c'est vraiment un outil important en maraîchage. Tous les gens sérieux que je suis, alors moi comme je vous l'ai conseillé en début de vidéo, hein, je vous conseille de tirer la pelote. Jean-Martin Fortier, le Québécois d'un côté, puis François Mulet de l'autre. D'ailleurs, ils se rejoignent les deux, parce que la vidéo que je vous poste en commentaire, là, c'est une vidéo de Jean-Martin Fortier sur le site de François Mulet. Donc je vous conseille de tirer la pelote de ces deux personnes-là, qui sont vraiment des gens qui vivent du maraîchage et pas de formation en permaculture un peu bidon, de woofing, de compte Tipeee ou de trucs comme ça, quoi. C'est vraiment des gens qui vivent des légumes qu'ils vendent. Et je pense que c'est vraiment intéressant d'écouter un peu leur pratique. Alors bon, et de s'entraîner un peu à s'auto-former. Après, c'est assez limite, hein. Par exemple, Jean-Martin Fortier, il a des planches de 70 cm de large sur 30 mètres de long. Il n'y a pas du tout de bac, enfin, c'est pas du tout la même structure que moi. Donc, typiquement, je vais pas aller acheter le semoir coréen à 400 € là, qui pour des bacs de 2,50 m. Donc, il y a quand même une limite à la démarche. Mais je pense que c'est quand même une bonne idée de commencer à essayer de se former un peu à tous ces outils, à utiliser un peu les lignes d'eau, ouais, voilà, comme je vous dis, la bâche, apprendre à maîtriser un peu tous les légumes, toutes les différentes méthodes qui se pratiquent et tout. Alors bon, moi j'en suis pas non plus à utiliser encore beaucoup tout ce qui est chimie et pesticides et ce genre de choses bio. Genre, je pense que je vais quand même pas aller jusqu'au bout complet de la démarche parce qu'il y a certains trucs, après ça devient trop compliqué. Je vais pas aller prendre du BT par exemple pour traiter mes choux à la pierride, hein, je fais ça à la main. Et mais globalement, je pense que l'idée est bonne. Et puis bon, pour l'instant, aujourd'hui, le boulot que j'ai, il me va encore. Mais à terme, c'est pas du tout impossible de se dire de changer de métier. Et le maraîchage, c'est pas un métier qui demande énormément de capital financier au départ. Bon, si on en a, c'est tant mieux. On n'a pas besoin de faire appel aux banques et tout. Mais je pense qu'avec 50 000 €, on s'installe très confortablement.
Par contre, ça demande beaucoup de connaissances et de maîtrise technique. Et donc autant en profiter de cette expérience-là pour essayer des choses, apprendre des choses. Et puis se former gentiment quoi. Et j'en profite pour vous montrer un peu mes tomates là, qui sont rouges de rouge. Enfin, pas tout à fait, mais bon, on en a trop. Hein. On va avoir du mal à tout manger là. Regardez celle-là, là. Ça c'est ma fierté ça. Regardez l'engin. Ça commence à bien rougir là. Et ma main, elle est belle hein. Donc je pense que d'ici 3-4 jours on va pouvoir la ramasser. Elle est énorme celle-là. Bon, je vais faire un petit tour du jardin là, je vais faire ma récolte. Je dois avoir quelques concombres et courgettes à ramasser. Les courgettes, je vais essayer de pas trop les faire traîner. Regardez, j'ai des petits concombres Noah comme ça là. Je les ramasse quand ils ont cette taille là, c'est pas la peine de les prendre plus gros. Ah, ça me tourne autour là. On a beaucoup de temps cette année, pas beaucoup de frelons mais des temps beaucoup. Et quand on a chaud ça les attire, ils doivent être attirés par l'odeur de la sueur ou je sais pas trop. Donc voilà, pour en revenir au potager, ce que je vous expliquais ce matin sur les bâches et tout et tout. Là moi aujourd'hui j'ai un bon métier, hein, je suis informaticien, ça gagne bien sa vie. C'est pas forcément un des métiers les plus excitants qui soient dans la vie. Mais bon ça gagne bien, alors du coup le salaire forcément ça motive à rester. Mais je commence à essayer de réfléchir, à me dire que si je peux arriver à obtenir le même genre de salaire en faisant du maraîchage, ce qui honnêtement est franchement pas gagné quand même, faut pas trop se bercer d'illusions, parce que je pense que dans le maraîchage on peut faire un SMIC, un SMIC et demi, les vraiment très très bons peuvent peut-être monter à 2000, mais je pense que c'est compliqué de monter au-delà. Mais bon, s'il y a moyen de peut-être arriver à faire son trou et ce genre de choses, peut-être que j'envisagerais bien de tout plaquer pour faire autre chose. Ou alors mi-temps, informaticien à mi-temps, maraîcher à mi-temps, pourquoi pas. Enfin voilà, je réfléchis un peu à tout ça. Et là j'en profite pour me former un peu sur ce potager là où je m'amuse, il fait beau, on entend les cigales. Bon après c'est la belle période de l'année, hein. C'est-à-dire qu'il faut aussi se cogner les jours de pluie et tout, mais moi j'aime bien être dehors, hein. Même quand il pleut et tout, ça me fait pas peur. Moi j'aime bien ça. Donc voilà, je sais pas, je commence à réfléchir un peu à tout ça. Donc voilà, le ton de ma chaîne est beaucoup plus sérieux que le ton de certaines autres de vos chaînes là. Mais j'adore hein, d'ailleurs, hein, quand vos vidéos à vous sont pas très sérieuses et tout. Enfin, moi ça me fait beaucoup rire. Hein. C'est vraiment chouette. Hein. Mais sur la mienne, moi j'essaie d'être un peu plus sérieux quand même en termes d'optique de potager quoi. J'essaie un peu de professionnaliser le truc en essayant de regarder un peu chez les meilleurs ce qu'ils font. Et voilà, je vais essayer de faire un peu partir dans cette voie-là. Et puis le potager, en gros, c'est un peu comme si j'avais une sorte de petit modèle réduit d'une vraie exploitation maraîchère. Avec, quand je vois par exemple le Fortier qui a ses 162 planches de légumes là, qu'il explique qu'il a 10 x 16 planches, non 160 planches, ouais, 10 x 16 planches de 70 cm par 30 mètres de long. Voilà, moi ici j'ai 40 petites planches, 40 petits bacs de 2,50 m par 1 mètre. Donc en gros c'est comme si chacun de mes bacs ça correspondait à 4 planches de 30 mètres de long. Hein, pour avoir une sorte d'ordre de grandeur de quelqu'un qui en vit et puis de nous qui nous amusons dans nos potagers. Et que pour chaque bac comme ça, le gars là qui est le Jean-Martin Fortier là dont je vous pousse la vidéo, il va avoir, pour chaque bac comme ça, il va avoir 4 planches de 75 cm par 30 mètres. Hein. C'est pour vous donner un peu l'ordre de grandeur, hein. On parle pas de la même chose. Alors moi après ce potager je m'en occupe une fois par semaine. C'est pas non plus, ça m'occupe pas à plein temps toute la semaine. C'est une demi-journée par semaine en moyenne. Mais bon déjà en une demi-journée par semaine je trouve que j'arrive à faire pas mal de choses. Mine de rien je me forme pas mal quand même sur tous les... Donc il y a toute la structure en général et puis après il y a chaque légume en particulier à maîtriser. Donc c'est quand même beaucoup de choses à connaître, à apprendre. Typiquement un pyrite du chou, avant d'avoir planté un chou, personne ne sait ce qu'est un pyrite du chou. Hein. Demandez à vos voisins, à vos amis, ou qu'est-ce que vous pensez des pyrites du chou, ils vont vous regarder avec des yeux bien ronds. Enfin voilà, donc ça fait partie des choses voilà, qu'on apprend comme ça. Bon et puis il y a des choses c'est sûr, hein, je vais pas apprendre, hein. Comme je vous disais, je vais pas aller acheter le semoir à 400 € coréen qui conseille pour semer là-dedans. Je vais pas avoir non plus, je vais pas pouvoir utiliser non plus la station de lavage, ce genre de choses.
Mais bon, c'est déjà un bon début. Et donc voilà, à partir de là, je pense qu'après le reste, il y aura forcément toujours beaucoup de choses à apprendre si jamais un jour je veux me lancer. Et je dis bien si jamais, parce que c'est vraiment pas fait du tout. Parce que aux conditions de salaire aujourd'hui d'un maraîcher, j'ai presque l'impression que c'est plus un sacerdoce qu'un vrai revenu, quoi. Donc bon, à voir. Peut-être que j'ai dit des bêtises aussi, hein. Peut-être qu'il y en a qui gagnent très bien leur vie. Hein. Donc voilà. Bon, je disais que j'allais faire la récolte là. Allez, je me lance. Ok, donc de là à devenir maraîcher, on n'y est pas encore. Mais regardez quand même, petite récolte là du jour. Donc 2 petits poivrons que j'ai ramassés petits. Un petit concombre, un noix là. Beaucoup de piment. Pas mal de piment, je pense qu'on va congeler tout ça parce qu'on n'a pas une grosse consommation de piment. Donc tout ça, ça va nous faire l'année. Quelques tomates, des courgettes, pas mal encore. Ah oui, puis un deuxième concombre, ça c'est un concombre aussi. Donc voilà, en fait, à cette période de l'année, on peut venir à n'importe quand au potager, il y a toujours des trucs à ramasser, quoi. Je pourrais encore ramasser des blettes, des patates, plein de tomates, enfin j'en laisse en fait, hein, autant laisser sur pied. Je pourrais ramasser plein de carottes aussi, du basilic. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à ramasser là en ce moment? La ciboulette aussi, qui est prête. Enfin bon, on trouve toujours des trucs là, donc bon voilà, j'ai ramassé ça, mais je pourrais en ramasser encore beaucoup plus. Et puis voilà, donc bon, moi je continue un peu mes réflexions là, que je vous partage avec vous là sur l'opportunité de devenir maraîcher. Si vous avez des retours à me faire et tout, n'hésitez pas à me faire des commentaires constructifs, votre avis sur ma situation, sur l'intérêt de la chose. Moi vraiment je suis vraiment dans l'expectative, hein, je m'interdis rien du tout. Aujourd'hui j'ai un métier qui est quand même assez intéressant, hein, l'informatique mine de rien c'est intéressant, moi ça m'amuse bien. Le gros problème que c'est que c'est quand même très casanier devant l'ordinateur tous les jours. Mais en même temps on est payé à jouer au Lego avec des briques de logique. Donc moi ça me plaît bien, hein, c'est un bon métier. Ça paye bien en plus, enfin relativement bien. Donc j'ai pas forcément envie d'arrêter, mais peut-être que l'opportunité de faire maraîcher à mi-temps, informaticien à mi-temps, je sais pas, je m'interdis rien. De la même manière qu'on fait la moitié du temps à la ville, la moitié du temps à la campagne. Pourquoi pas, après tout, également sur le travail, faire quelque chose d'assez partagé. Et donc je me dis que du coup, si les maraîchers professionnels arrivent à vivre à 2 sur 10 000 m², puisque c'est le cas de Fortier hein, et sa famille, hein, ils vivent donc à 2 plus ses enfants sur 10 000 m². Ah oui, je vous entendais du bruit là, mais en gros ça c'est mon... Je me suis fait une installation là pour mettre à l'abri mon système d'arrosage. Là je ferme, du coup c'est à l'abri de la pluie. Et quand j'ouvre, voilà, avec un trou de ce côté là, et puis un trou de ce côté là pour les sorties d'eau. Voilà, pour mettre à l'abri mon système de distribution d'eau, de la rouille et de l'humidité. Ouais, donc voilà, du coup, moi je réfléchis pas mal à ces choses-là. Donc je vais essayer d'expérimenter un peu justement toutes les techniques de professionnels, mais en mode modèle réduit, hein. C'est-à-dire que là, ma petite bâche de 1 mètre sur 2,50 m, faut s'imaginer qu'en fait elle fasse, je sais pas moi, 6 mètres sur 30, quoi, hein, puisque comme une planche c'est l'équivalent de 4 planches de, en gros, passe-pied compris, 1,20 m par 30 mètres. Donc ça, en gros, c'est l'équivalent de 5 mètres par 30, quoi. Un bac comme ça, avec elle est comprise. Donc voilà, je vais essayer de m'amuser un peu comme ça. Et puis n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus, sur ce que vous pensez de l'opportunité de se lancer là-dedans. Je sais pas. Moi je réfléchis pas mal de mon côté. Et puis on continue à ramasser en attendant. Allez, on continue.
Bon, on dirait que suite à mes dernières interrogations, le ciel nous envoie un message. Regardez ça. Les grêlons qui se mettent à fondre là. C'est la pâte aux joueurs partout. Je vais aller arroser le potager. Non, trêve de plaisanterie, je vais aller voir l'étendue des dégâts. Bon allez, je fais un tour rapide du potager. Hein. Tout a été détruit. Voilà, ça c'est les potirons. Tout a été haché menu, les feuilles sont complètement hachées. Melon, pastèque. Voilà. Tout est cassé. Les tomates, je sais pas trop dans quel état c'est. Je pense que ça a pris des gros pets, elles sont blessées. Et je pense que elles vont très vite rechoper le mildiou de partout et elles vont très vite tomber malades, je pense. Regardez le genre d'impact qu'il y a eu là. Regardez cette tomate là. L'impact de grelon. Bon, les tomates, je sais pas trop. On voit qu'il y a eu des impacts, mais je sais pas si regardez ça par exemple, ça a été cassé. On voit pas bien pour l'instant, c'est trop tôt pour voir l'ampleur des dégâts, mais les betteraves, ça a été. Même les poireaux quoi, ils ont été. Celle-là, elle a été hachée aussi. Regardez ça, il y a des grelons partout. Les poireaux, ils ont été hachés, les haricots. Ah non, mais là, c'est foutu pour cette année. Là, je vois un chou là-bas, là. Les choux, ils sont broyés. Les feuilles, là, regardez ça, ça a été déchiqueté. Bon, ça, de toute façon, ça va être récolté. Tout ce qui est patate. Regardez là les feuilles de tournesol là. Il n'y a plus rien. Ce matin c'était nickel quoi. Bon les carottes je pense qu'elles s'en foutent. Ça n'a pas dû trop les déranger. Les poivrons ils se sont fait hacher aussi, poivrons piment. Regarde ça, il y a les feuilles partout par terre là. Tout a été haché. Oh je suis dégoûté là. Je suis dégoûté. Tout le sang que j'y ai apporté, c'est fou ce qu'on s'est pris, j'ai jamais vu ça. Des grêlons, des trucs qui sont tombés. Ça a cassé les tuiles chez la voisine. Regardez ça là. Ça c'est les courgettes ça. Les belles magnifiques courgettes que j'avais là. Là les haricots là, les concombres qui montaient. Les consoudes et les concombres. Regardez ça là, là j'avais des magnifiques courgettes là. C'est plus que de la miette de courgettes là. Les haricots aussi. Bon mais pour moi cette année je crois que ça va être compromis l'histoire du potager là. Et de vous filmer les récoltes et tout ça quoi. Là, tout est en miettes là. Pour moi j'ai peur que ce soit fini quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Regardez ça, il y a carrément des bouts de tomates qui ont été arrachés quoi. Regardez ça là. Là celle-là elle s'est fait arracher la tête. Décapitée celle-là. Oh j'ai jamais vu ça. Je suis dégoûté. Les tomates ils sont tombées aussi. Bon de toute façon je sais pas si on va pouvoir avoir une récolte avec ça. Vous voyez, ça fait 1 heure qu'il s'est arrêté de grêler, il fait toujours 25 degrés, pourtant les grêlons il y en a tellement qu'ils dégèlent pas quoi. Et ça c'est la prairie que j'avais laissé pousser là, avec le chemin au milieu. Ah bah, c'est au niveau de la pelouse que j'ai tondue tellement ça a été aplati. Bon, là, donc là le plan là en urgence, on va aller récolter ce qu'on peut au potager. On va congeler tout ce qu'on peut. Regardez les prunes aussi. Voilà, une prune qui a pris un impact de grêlon. Bon, je vous cache pas qu'ici le moral est très bas. Je récolte tout ce que je peux là, tout ce que je peux sauver. Donc là, je suis en train d'essayer de ramasser le basilic qui a été abîmé.
J'ai ramassé toutes les côtes de bled qui ont été broyées aussi. On va essayer de, je sais pas, de congeler ce qu'on peut. Oh, regardez ça, les betteraves là. Ah, quand je pense à tout le soin qu'on apporte au potager et tout pour voir tout broyer comme ça. Donc ouais, je suis de retour au potager là. Comme ça fait quoi? Ça fait c'est la 5e année que je fais le potager, j'ai jamais eu un truc comme ça. Après 5 ans, c'est pas non plus énorme, mais. Donc là j'ai ramassé toutes les blettes, on vient de passer 1h30, 2 heures à tout éplucher et à mettre ça en sac congélation. Donc pour les blettes, a priori c'est sauvé. J'ai quand même l'impression que tout n'est pas mort là, typiquement ça va peut-être repartir, mais c'est quand même en très mauvais état. Je pense que faut que je laisse passer quelques jours pour voir qu'est-ce qui commence à pourrir et qu'est-ce qui tient le coup quoi. Dans les tomates c'est pareil, peut-être que on va quand même réussir à en sauver, je sais pas. J'ai du mal à me rendre compte de l'ampleur des dégâts. Il y a beaucoup de têtes qui ont été cassées, mais bon en même temps il fallait pas qu'elles montent plus haut, de toute façon elles étaient déjà trop hautes. Il y a des branches cassées, regardez par terre, il y a beaucoup de feuilles, de branches. Donc j'ai très peur là, en plus ils annoncent très peur. Ils annoncent de la pluie cette semaine, donc ça risque de choper le mildiou par tous les endroits où ça a été abîmé quoi. Donc voilà, je sais pas. On va voir dans quel état ça évolue. J'ai de la tomate qui a pris des gros pets, qui est cassée. Alors est-ce que celles-là elles vont moisir, pourrir, est-ce qu'elles vont quand même rougir? J'ai aucune idée de ce que ça va donner. Donc pareil au niveau des poivrons, il y a des dégâts, mais bon, il y a encore des feuilles. Est-ce que ça va être capable de refaire des feuilles à nouveau? Question que je me pose aussi. Typiquement là les courgettes, est-ce qu'on va être capable de repartir quoi, avec des feuilles qui restent comme ça? Je sais pas. Donc c'est peut-être pas tout extrêmement, entièrement, totalement perdu. Mais vu le mal que je me suis donné, je vous avoue que là ça fait de la peine, hein. Ça fait vraiment de la peine. Hein. Là, oh là là, le moral il est pas là. Hein. Regardez ça là. Là elle était arrachée. Et tout a été haché là. Là pareil, on voit bien, surtout sur les feuilles de courgettes là, qui sont des grandes feuilles qui prennent bien l'espace. Là on voit que ça a été complètement haché. Alors je pense que sur les courges ça va vraiment être un problème. Je les vois mal redémarrer. Je sais pas si c'est capable de refaire des nouvelles feuilles à nouveau. Donc sur tout ce qui est courge, concombre et tout, ça se trouve ça va vraiment compromettre la récolte. À la rigueur les courgettes c'est pas très grave, on n'en pouvait déjà plus des courgettes, on a tellement ramassé. Mais bon tout ce qui est pas typiquement là, les potirons au fond là, c'était super bien parti quoi. Regardez là, c'est tout haché quoi. Regardez, il y a un beau potiron là. Donc est-ce que ça va être capable de repartir? Je sais pas. Franchement c'est la première fois que j'ai de la grêle comme ça. Je sais pas dire. Donc on va laisser passer quelques jours je pense. On va voir comment ça évolue. Moi je vais continuer à filmer ça. Et puis je vais vous faire une petite vidéo. Je vais peut-être pas vous la faire de suite là. Je vais attendre quelques jours, voir un peu comment ça évolue. Regardez, il reste encore un dernier reste de glaçons. Ça a fondu là, c'est les derniers. Oh là là, putain, c'est. Ce qui tombait tout à l'heure là, des sortes de balles de tennis là, enfin de ping-pong. On les voyait rebondir sur le gazon là. C'était fou, hein. Je suis sorti à un moment là pour essayer d'aller voir au potager si je pouvais faire quelque chose. J'ai pris une bâche, je me suis dit je vais prendre la grosse bâche 5 mètres par 8 que j'ai là. Essayer de la poser sur les tomates, j'aurais peut-être dû le faire, je sais pas. Et j'étais là avec mon parapluie là-dessous là. Et je me faisais fouetter les pieds par les glaçons. Du coup on n'a plus d'antenne télé non plus. Bon enfin bon, on regardait pas la télé de toute façon. Voilà. Enfin, dans quelques jours je vous reprends et puis on fait le point sur l'état du potager, si je peux encore sauver quelque chose ou pas. C'est dommage là parce que je vous faisais le suivi de la récolte en termes d'euros, donc ça va être les chiffres vont être faussés à cause de ça quoi, puisque
clairement la récolte va être beaucoup moins bonne que ce que j'aurais pu espérer. Mais bon, je vais quand même continuer à faire le suivi, et puis je vous tiens au courant. Voilà, à bientôt.